One, two, three, funk it. Bienvenue sur Exclusive, le podcast des cyber TDS. Merci de me rejoindre sur ce format afin de parler de l'univers des webmodèles, créatrices et créateurs de contenu pour adultes. On parle ici d'expériences de vie, de tips entre collègues, de bien-être, de culture, d'events, d'émancipation et bien d'autres sujets dans un espace safe. Moi c'est Nélane, je suis camgirl depuis 6 ans et dans cet épisode, je vous présente la seconde partie de l'épisode hors série autour de la Casa Xochiquetzal qui se trouve à Mexico et du livre photo Las Amorosas Más Bravas. Avant de poursuivre, je tiens à remercier Carmina qui m'a permise de réaliser plus sereinement cette entrevue du 12 février 2025. Elle a été ma traductrice lors de mes échanges avec Célia Gomez-Ramos. Carmina est également la voix off que l'on entend et qui a fait le doublage en français pour cette interview. Je vais laisser Célia, qui a co-documenté le livre avec le recueil des récits des résidentes de la Casa, se présenter et expliquer son travail autour du projet. Je m'appelle Célia Gomez-Ramos. À l'origine, je suis journaliste et écrivaine. Depuis que je suis enfant, je savais que je voulais écrire. Et quand le moment est venu de partir à l'université, j'ai décidé d'étudier les sciences de la communication et pas la littérature parce que je voulais écrire quotidiennement et il me semblait que la presse écrite donnait la possibilité de le faire et de travailler quotidiennement avec l'humain. C'était très important pour moi. Chaque histoire de vie me semble fascinante. Ensuite, j'ai commencé à travailler dans un journal, El Nacional, au Mexique, dans mon pays. C'est un journal qui depuis a disparu. D'abord, ils m'ont donné des sujets un peu compliqués à traiter parce qu'ils m'ont donné des sujets comme la pêche, sauf qu'à Mexico, il n'y a pas la mer. Ils m'ont également proposé des sujets autour de l'administration fiscale et sur les contrôles fiscaux, mais il était très difficile d'obtenir des informations, donc j'étais un peu coincée. Puis un jour, j'ai commencé à observer ce qu'il y avait dans la rue et ce qu'il s'y passait. Et un jour, il faisait très chaud à Mexico et j'ai commencé à écrire. J'ai écrit un texte sur la chaleur à Mexico. Les lecteurs, mes collègues et mon patron ont aimé mes écrits et ils ont commencé à me demander d'écrire plus de textes et de chroniques romancées. Ils ont commencé à m'envoyer des événements sur lesquels écrire et en même temps, j'ai commencé à écrire des nouvelles érotiques parce qu'il m'a toujours semblé essentiel de connaître le corps humain et parce que, ayant été une enfant malade, ce qui comptait pour moi, c'était la notion de plaisir. C'est pour cette raison aussi que j'ai commencé à écrire des récits érotiques en même temps que j'étais au journal. Je me suis dit que je pourrais continuer à écrire les textes qu'il me proposait et en même temps préparer des histoires. Mon travail au journal s'est terminé et j'ai obtenu mon diplôme. J'ai essayé de retourner de nouveau travailler dans le milieu de la presse, mais la crise est arrivée au Mexique avec l'entrée au pouvoir de Ernesto Zedillo. Il y a eu un gros crash économique et il est devenu difficile d'écrire à nouveau dans les journaux. Donc par la suite, j'ai commencé à travailler dans des bureaux de presse, mais pas en tant que journaliste. Mais ça ne m'a pas empêché de continuer à écrire et j'ai notamment commencé à écrire des histoires érotiques et des reportages pour Playboy. J'ai continué à étudier et à travailler en même temps. J'ai suivi des formations de chronique journalistique et j'ai réussi à obtenir un diplôme à la Dynamic School of Writers. Plus tard, j'ai publié un article dans un magazine appelé Gato Pardo. Ils m'ont demandé d'écrire sur les prisonniers de Santa Marta Catitla. C'est une prison ici à Mexico où les prisonniers fabriquent des soutiens-gorge Vikiform.
Pour cet article, j'ai joué sur le thème des mains rugueuses des prisonniers qui faisaient des vêtements délicats, la lingerie. C'est très important parce que c'est grâce à cet article que Bénédicte et moi, on s'est rencontrés. Ça s'est produit longtemps après la publication de l'article, parce que j'ai publié cet article, si je me souviens bien, en 2005. Et elle et moi, on s'est rencontrés en 2011, je crois. Et je venais de terminer un travail dans un journal. À l'époque, j'avais également déjà publié un roman qui s'appelait Y todos fuimos tentados, et j'étais sur le point d'en publier un autre, Sin Dios y Sin Diablo, tous deux de nature érotique. Mon emploi dans la presse se terminait, et le travail sur mon roman se terminait également. Et c'est une amie commune qui nous a présenté Bénédicte et moi. Et j'ai dit, alors allons-y, partons à l'aventure, partons visiter la Casa Xochiquetzal, on verra bien ce qui s'y passe. Elles ont aimé ma façon d'écrire, et l'amie qui nous a réunis, c'est elle qui allait permettre l'édition du livre Las Amorosas Más Bravas. Mais elle n'a pas pu finir le projet avec nous, même si Bénédicte et moi avons continué à travailler ensemble. En tout cas, quand je l'ai rencontrée, je ne savais pas que la Casa Xochiquetzal existait. Elle avait déjà fait plein de photos, mais il n'y avait pas d'argent pour le projet, il y avait tout à créer, on est donc parti de zéro. Bénédicte m'a alors montré ce qu'elle avait commencé à documenter du quotidien des résidentes depuis 2008. Tout à l'heure, tu disais que Bénédicte avait montré ce qu'elle avait photographié depuis qu'elle avait commencé en 2008. Moi, j'aurais bien aimé savoir quelles ont été tes impressions face au projet quand elle te l'a présenté et aussi quand tu es arrivée à la Casa Xochiquetzal. Je pense que la première impression a été, étant mexicaine, je ne savais pas que ça existait et c'est quelque chose qui m'a bouleversée, tu vois. Ensuite, en arrivant à la Casa Xochiquetzal, je n'avais pas d'idée préconçue parce que je venais de terminer un travail et je me suis dit « Oh, bah ça m'intrigue, allons-y ». Ce que j'aime, c'est écrire des histoires, donc allons-y et voyons comment ça se passe. On va voir si on peut s'entendre et travailler ensemble sur un projet à long terme. Et heureusement, c'est comme ça que ça s'est passé. Il y avait un cours de danse ce jour-là, c'était du danzón. Comme j'y allais pour la première fois, nous y sommes allés à deux, Bénédicte et moi. J'ai commencé à parler avec la directrice de la casa et à discuter de danse. Toi, ton médium, c'est l'écriture et Bénédicte, elle, c'est la photographie. Du coup, j'aurais aimé savoir comment vous avez réussi à vous organiser pour travailler ensemble via ces deux médiums différents sur un même projet, du coup le livre, et à savoir si dans l'ensemble en fait de votre organisation, vous avez eu des facilités sur comment communiquer ensemble, comment décider de la direction du projet ensemble, etc. Alors, normalement, moi je suis ici à Mexico, mais Bénédicte, même si elle vit au Mexique, elle voyage constamment pour différents projets. On a donc essayé d'être ensemble quand on pouvait. On allait à la Casa Xochiquetzal 2 ou 3 fois par semaine pour partager le maximum de moments avec les résidentes. On y était de 10h à 17h pour établir une relation de confiance. Par exemple, quand j'étais en interview, Bénédicte prenait des photos durant l'interview. Parfois, certains clichés qu'elle prenait étaient bons, d'autres fois, ils étaient moins bons. De la même manière, quand Bénédicte photographiait une résidente, souvent j'étais là. En d'autres occasions, après, plus tard, moi, je parlais avec les dames et les résidentes si elles n'étaient pas là. Et ainsi, nous avons continué à bâtir de la confiance avec certaines résidentes. Certaines décidaient d'échanger plus facilement, alors que d'autres n'en avaient pas tellement envie. Mais avec le temps,
avec les photos, avec les heures d'interview, de discussion. Elles ont commencé à me solliciter et à me dire « Et alors, tu crois que ma vie est pas intéressante ?» Tu as fait beaucoup d'interviews et moi la question qui m'est venue directement, ça a été quelle était la fréquence à laquelle tu faisais des interviews avec les résidentes? J'ai commencé en 2011 et le livre est sorti en 2014. En fait, ça faisait déjà 2 ans ou peut-être un peu plus. On y allait régulièrement, on y allait environ 1 à 3 fois par semaine et ça pouvait nous arriver de les accompagner à rechercher un membre de leur famille. Donc pas seulement à l'intérieur de la casa, mais en allant chercher un lien, une relation. Par exemple, Sonia, une résidente, nous a demandé si on pouvait l'accompagner pour récupérer une télévision qu'elle avait chez sa sœur. Est-ce que les interviews que tu faisais avec les résidentes étaient préparées, réfléchies au préalable avant que tu fasses l'interview avec elles, ou tout au contraire, en fait c'était des interviews totalement spontanées quand tu allais à leur rencontre? Ça se fait très simplement. Je commence par une conversation très naturelle où elles peuvent me parler de ce qu'elles veulent. Je parle moi aussi de mes expériences, de choses qui me sont arrivées, pour créer du lien. Et il n'y a pas de bonne interview qui puisse se faire en seulement 10 minutes. Des fois, ça prend du temps. Il faut avoir beaucoup de temps. Au bout d'un moment, elles commencent à se livrer. Et quand on commence à aborder des sujets plus difficiles, comme par exemple la famille, il est nécessaire de plus approfondir le sujet et de prendre le temps dont la personne a besoin. Dans un premier temps, je leur demande ce qu'elles veulent me raconter. Puis ensuite, en relisant les interviews, si je vois des choses qui ressortent, je vais leur redemander plus tard. Je vais retourner leur reposer des questions. Mais avant tout, ça doit rester simple qu'elles parlent avec moi. Alors, avec les années, je suppose que vous avez dû quand même avoir un certain nombre de récits et de photos. Et la question qui vient, c'est comment vous avez décidé, Bénédicte et toi, de la pertinence de tel ou tel récit vis-à-vis des photographies dans le livre? Eh bien, ça s'est fait de façon plutôt naturelle. En fait, ça faisait longtemps qu'on travaillait dessus. On ne savait pas exactement comment, ni même jusqu'où on emmènerait le projet. On ne savait pas si le projet allait se concentrer uniquement sur les TDS de la casa, sur les TDS retraités ou non retraités qui étaient à la casa, ou si nous devions aussi englober les TDS de l'extérieur. Parce que la Casa Xochiquetzal se trouve dans un quartier historique du centre-ville de Mexico qui se situe entre la Merced et Tepito. C'est un lieu où l'on retrouve de nombreuses TDS. Donc, on aurait pu élargir notre champ d'action. Mais bon, on a fini par décider que l'élément important, c'était la casa et donc le thème principal. Alors, pour l'histoire du livre, ce qui était important, c'était la création de la casa. Et donc, on a parlé des gens qui étaient dans la casa et ceux qui avaient participé au projet, même si maintenant ils n'y étaient plus. Je veux préciser une chose aussi, c'est qu'on devait avoir une partie du texte pour commencer à faire avancer le projet plus loin. Donc on a eu un éditeur pour le texte, on a eu un éditeur pour la photo. On avait beaucoup de monde autour de nous pour nous aider dans le projet. Il faut savoir aussi qu'en 2014, on a commencé à aller chercher des fonds pour nous aider à continuer le projet. Et en même temps, on continuait notre travail de documentation. On recherchait des fonds du gouvernement mexicain, mais aussi de différentes instances. Certains fonds ont été obtenus par Bénédicte, d'autres ont été obtenus par moi. Bénédicte a également remporté un concours international de photographie. Mais vers la fin, on a utilisé un système de financement participatif où les gens donnaient de petites sommes.
On a aussi utilisé un système de prévente pour la sortie du livre, Amorosas Más Bravas. C'était une plateforme mexicaine appelée Fondeadora, qui maintenant s'appelle Donadora. Ce que je dois dire aussi, c'est que pour pouvoir créer une communauté qui s'intéresse à notre projet, on a créé 2 pages Facebook. On a aussi créé un compte Twitter, un site web. On a partagé des choses de la vie quotidienne des résidentes de la Casa Xochiquetzal, avec des petites phrases ou des photos. Et durant notre travail sur le projet, on a commencé toutes les deux à chercher des endroits pour publier des textes et des photos du projet, notamment au Mexique, mais aussi en Espagne, en France, en Allemagne, aux États-Unis, en Colombie et en Argentine. Dans de nombreux endroits, le projet a été bien reçu et c'est grâce aux journalistes qui ont soutenu et qui ont aidé à diffuser le projet. Ils nous ont également accompagnés lorsque nous avons atteint la somme du financement pour enfin diffuser et rendre ce livre possible. Le titre du livre, c'est Las Amorosas Más Bravas, ce qui veut dire en espagnol les amantes les plus courageuses. Est-ce qu'il y a une symbolique derrière ce titre? Comment il a été choisi? C'est quoi l'histoire de ce titre? On pensait que les résidentes de la Casa choisiraient le titre du livre. Il y avait plusieurs suggestions pour le titre. On a fait une réunion avec elles pour qu'elles nous aident à choisir. Les titres qu'elles ont proposés, au final, ont été utilisés pour les titres des chapitres. Et le titre du livre, c'est moi qui l'ai choisi. Parce que j'estime que ce sont des femmes très aimantes, mais aussi qui ont eu des vies très difficiles. Elles ont dû faire face à des épreuves de la vie très dures. Elles qui ont dû quitter leur foyer très jeunes, parce que leur vie n'était pas agréable et que la façon dont elles ont dû se défendre et ce qu'elles ont dû accomplir avec leur corps sont des actes très braves. Donc c'est pourquoi elles sont des amantes très courageuses, parce qu'elles étaient prêtes à tout donner par amour, mais aussi pour se défendre. On s'est toutes rassemblées parce que ça a été une aventure commune et je leur ai lu moi-même à chacune ce que j'avais écrit à propos d'elles, leur propre récit, pour savoir si j'avais retranscrit correctement leurs histoires, leurs voix. Dans ce travail commun, je leur ai demandé, enfin Bénédicte et moi leur avons demandé, parce que nous étions toutes les deux ensemble, si elles étaient en accord avec le titre et si elles aimeraient que ce soit le titre du livre. Elles ont décidé que c'est ce qu'elles souhaitaient et depuis elles se font appeler les amantes les plus courageuses. Alors, j'ai pas pu avoir le livre en main, j'ai pas pu non plus le feuilleter parce que il a été édité il y a plusieurs années et que malheureusement il est plus disponible nulle part. Mais j'ai pu quand même sur internet voir un peu quelques récits qu'il y avait dans le livre. Et la question que je me posais, c'était est-ce que les résidentes avaient plus parlé de leur vie personnelle ou de leur travail du sexe? Elles parlent de leur vie personnelle, mais elles parlent aussi du travail du sexe. Ce qui est le plus émouvant, par exemple, c'est quand elles arrêtent de nous voir en tant qu'écrivaines ou en tant que photographes. Des fois, dans la cour ou dans la cuisine, elles parlent et commencent à faire des jeux de mots ou dire des mots qui ont un double sens pour plaisanter avec des involtures. Du genre, les seins sont par deux, mais ils ne se réunissent jamais. C'est qu'ils ne sont pas forcément amis. Ce sont ce genre de blagues qu'elles se font
Et je crois que c'est vraiment 50-50. Elle parle des deux. Je pense qu'elle parle de tout. De leur histoire personnelle dans leur enfance, comment elles ont grandi, et aussi de leur travail sexuel. Certaines parlent plus du travail du sexe que d'autres. Certainement parce que certaines d'entre elles aiment en parler et dire comment elles rencontrent des clients dans des lieux publics, par exemple dans la rue ou dans des cabarets aussi. Quels étaient les objectifs du livre quand vous avez décidé de l'éditer, c'est-à-dire Bénédicte et toi, en accord bien sûr avec les résidentes et de manière générale la Casa Xochiquetzal? Premièrement, on ne les a pas jugées. Il ne faut pas juger. Pour nous, faire un livre, c'était aussi un hommage à la vieillesse et à la dignité humaine. On voulait les rendre visibles, mais il ne s'agit pas seulement de les rendre visibles. Il fallait d'abord chercher du soutien lors de la création du livre. Une partie des ventes du livre était destinée à soutenir la Casa Xochiquetzal, donc une partie leur revenait. Le projet a beaucoup attiré la lumière des projecteurs, car lorsque le projet a démarré en 2006, de nombreuses personnalités de la communauté nationale et internationale ont afflué vers la Casa pour la soutenir. Mais avec le temps, cet intérêt s'essouffle. Et ce qui est important, eh bien, c'est la vie quotidienne. Elles doivent payer un loyer, elles doivent payer l'électricité, elles doivent continuer à payer des factures. Elles ont aussi des besoins d'effets personnels. Parce que la Casa leur donne un abri et des soins complets ainsi que l'alimentation. Mais il n'y a pas que ça dans le quotidien. Nous avons essayé de faire un joli livre avec une couverture solide, avec beaucoup d'images et beaucoup de textes. Parce que, comme je l'ai dit, la Casa Xochiquetzal en soi est un hommage à la dignité humaine et le livre se devait de l'être aussi. Et il ne faut pas oublier que le refuge, la Casa Xochiquetzal, est situé dans le centre historique, qui est un lieu qui a toujours accueilli les gens sans distinction. Donc, c'est ce qu'on voulait. On voulait que les résidentes de la Casa aient le sentiment que c'est leur livre. Dès la première présentation du livre, nous avons fait en sorte que ça soit le cas. Donc elles étaient présentes et elles ont pris la parole. C'était primordial pour nous. Ah oui, et je voulais aussi rajouter qu'on leur a demandé évidemment de signer des autorisations pour définir comment elles décidaient d'apparaître dans le livre, sous quel nom. Par exemple, est-ce que c'était sous leur vrai nom ou leur pseudonyme de TDS? On a aussi décidé conjointement qu'il n'y aurait pas de légende sur les photos. Parce qu'il y avait toujours un lien entre le texte et la photo, donc c'était répétitif. Et ce n'était pas nécessaire à la compréhension. Comme tu le disais un peu plus tôt, il y a eu beaucoup de visibilité autour de la Casa Xochiquetzal et du projet que vous meniez autour. Ma question est la suivante. Est-ce que la visibilité médiatique apportée sur la Casa Xochiquetzal a toujours eu que des côtés positifs? Je pense qu'au moment où nous avons commencé, c'est-à-dire en 2014, la réception du livre de manière générale était très positive. On a commencé à susciter l'intérêt des gens par une question. C'est comme ça qu'on a abordé le sujet sur les réseaux sociaux et sur le web pour trouver une communauté susceptible de s'intéresser au livre. La question était, vous êtes-vous déjà demandé ce qu'il arrive aux femmes TDS lorsqu'elles arrivent à l'âge de la retraite ? Nous-mêmes, on ne s'était jamais posé cette question avec Bénédicte, alors on était consciente que beaucoup d'autres gens non plus. Certains disaient, elles se sont mariées, non ? Eh bien, en fait, non. Elles continuent à travailler dans la rue. Ça devient aussi, au fil du temps et des années, leur dernier abri. Parce qu'elles ne peuvent plus payer l'hôtel ou la nourriture, puis elles finissent par vivre dans la rue, et c'est pour ça que ce refuge existe. Donc, au départ,
Le soutien des intellectuels, des journalistes a également afflué et beaucoup d'autres personnes, donc ça a été très positif. Au vu de l'engouement national et international qu'il y a eu sur le projet, le livre et la Casa Xochiquetzal, est-ce que toi, tu es satisfaite de l'impact du livre ? Si je suis satisfaite de ce qui a été réalisé, non, je suis jamais satisfaite, je suis une éternelle insatisfaite. Je pense qu'on peut en accomplir plus et c'est aussi pour ça qu'on veut sortir un autre livre. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une réédition du livre ou un livre 2 qui va peut-être sortir d'ici peu ? Actuellement, je considère que 10 ans après l'écriture du livre, on peut faire une réédition. On pense pouvoir apporter quelques modifications au prologue et y ajouter une section in memoriam. Ce seraient les principales modifications. Le livre étant en espagnol et en anglais, et on verra parce qu'on a rattaché comme un insert à la partie en anglais, on verra ce qu'on peut faire de manière conjointe. À partir de là, on verra comment trouver de nouveaux financements avec le gouvernement mexicain. Trouver des fonds prend du temps, c'est une réalité. D'ailleurs, c'est ce à quoi nous avons dû faire face durant le passé. Les institutions du gouvernement mexicain ont soutenu le projet et d'autres institutions de certains pays également. C'est grâce à leur soutien que la publication du livre a pu avoir lieu. On est donc consciente que parfois ça peut être compliqué, que le secteur public nous soutienne financièrement. J'aimerais vraiment, mais bon, au moins la société civile s'est quand même impliquée. Elle a également soutenu l'existence de ce livre. Actuellement, on attend de voir si on peut avoir un financement cette année. Et en effet, ce serait intéressant de parler des changements, de la manière dont la Casa a évolué, parce que la situation pendant la pandémie a été très dure et ça a eu un gros impact. Mais ça a aussi permis une ouverture afin de connaître les besoins des autres communautés qui se consacrent également au travail sexuel, notamment la communauté trans. Le 1er octobre 2024, on a vu arriver au pouvoir la première présidente mexicaine. Est-ce que, d'après toi, il y a un espoir que les choses évoluent positivement pour la Casa avec cette première présidente mexicaine ? Je pense que l'année dernière a été difficile avec le changement de gouvernement qui a eu lieu. Je crois que les caisses étaient presque vides. Donc on espère que cette année, il y aura plus de ressources et de soutien. Déjà, on a eu une première approche avec l'Institut des femmes. C'est devenu depuis peu le secrétariat des femmes. Et il faut savoir que c'est le premier secrétariat des femmes dans le gouvernement. Et c'est quand même une belle opportunité pour proposer de faire quelque chose avec eux. Il me semble aussi qu'on a commencé à avoir un premier contact avec le Sénat de la République. On a aussi d'autres partenaires qui veulent se joindre à nous pour faire un livre qui puisse rendre plus visible la Casa, mais aider davantage aussi. Parce que c'est ça l'objectif. Ce n'est pas tout qu'ils connaissent le livre, mais qu'ils comprennent mieux et qu'ils soutiennent davantage la Casa Xochiquetzal. Alors avant de conclure notre interview, je te propose de passer à la dernière partie. C'est une partie un peu spéciale, elle s'appelle l'instant photo. Sur cette partie-là, je te propose de réagir à chaud sur des photographies qui sont en lien avec le thème dont on a parlé et que tu puisses dire un mot, une phrase ou tout simplement rien si la photo ne t'inspire pas. Donc la première photo, c'est celle-ci. C'est Jessica, la directrice de la Casa Xochiquetzal. Son enthousiasme et son sourire disent tout. C'est une jeune femme qui, malgré la maladie et bien d'autres choses, elle reste présente. Elle travaille toujours. La deuxième photo, c'est celle-là. Une manifestation en Argentine pour les droits autour du travail sexuel. Elles sont nombreuses à manifester.
Et j'espère qu'un jour il y aura de vrais droits du travail pour les TDS parce que c'est difficile au Mexique. Et on va terminer par celle-là, le mot dignité. C'est ce dont tous les êtres humains ont besoin. Les femmes, autant que les hommes, et surtout les travailleuses du sexe, évidemment. C'est pourquoi, comme je le disais tout à l'heure, le livre est un hommage à la vieillesse et à la dignité humaine.